Sur la Chine, il a à la fois raison et tort. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. La Chine ne se comporte pas comme les États-Unis lorsqu'ils sont devenus une grande puissance. Il est donc remarquable que la Chine n'ait pas mené de grande guerre depuis 1969. Nous n'assistons pas à la fin de l'Occident. L'Occident restera une civilisation forte et puissante. Mais en même temps, c'est un exemple de la réticence occidentale à partager le pouvoir avec le reste du monde. C'est pourquoi je pense qu'il est très important que le reste du monde essaye d'éduquer l'Occident sur la manière de gérer cette transition. L'ASEAN a été créé le 8 août 1967 en tant qu'organisation pro-américaine. Donc si vous êtes un jeune asiatique, c'est le meilleur moment pour vivre en Asie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est d'aimer, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, le professeur Kishore Mahbubani. Le professeur Mahbubani est l'un des intellectuels publics les plus éminents d'Asie, un ancien diplomate et une voix majeure dans les affaires mondiales. Il a été ambassadeur de Singapour auprès des Nations Unies, y compris 2 mandats en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies, puis doyen de la Lee Kuan Yew School of Public Policy à la prestigieuse Université nationale de Singapour, où il enseigne actuellement. Il est surtout connu pour ses livres provocateurs et réfléchis, notamment Les Asiatiques peuvent-ils penser, La Grande Convergence et L'Occident a-t-il perdu la main, dans lesquels il remet en question les présupposés occidentaux et plaide pour une plus grande autonomie de l'Asie dans la gouvernance mondiale. Le professeur Mahbubani apporte une perspective unique, à la fois orientale et occidentale, ayant passé des décennies à naviguer dans la diplomatie internationale et à s'engager dans la réflexion stratégique. Professeur Mahbubani, bienvenue en Inde et à Global Left. Oh, merci de m'accueillir. Nous suivons votre travail depuis longtemps, mais je pense que ce qui nous a poussé à vous contacter immédiatement, c'est ce récent débat que nous avons eu avec le professeur John Mearsheimer lorsque nous l'avons reçu dans notre émission, à propos de cette idée appelée le confinement de la Chine. Le professeur Mearsheimer a soutenu que l'Occident et ses alliés en Orient devraient participer à la politique de confinement de la Chine, car celle-ci ne représente pas seulement une menace pour l'Occident, mais elle est également déstabilisatrice dans la région asiatique. Il a affirmé que les nations asiatiques ne peuvent pas résoudre leurs conflits entre elles. Nous avons adopté une position différente, selon laquelle la présence des États-Unis amplifie les petites divergences au sein de ces nations en un conflit mondial beaucoup plus vaste. C'est sur cette vidéo que nous avons reçu des dizaines de commentaires nous demandant de vous inviter à réagir à ce débat plus large sur le confinement de la Chine. Donc, si vous pouviez répondre à ce débat, ce serait un excellent point de départ. Eh bien, je veux dire, je connais John Mearsheimer. C'est un ami à moi. Je suis généralement d'accord avec son réalisme géopolitique. Et je partage aussi son avis, par exemple, sur la façon dont la guerre en Ukraine aurait pu être évitée si l'Occident avait été plus attentif aux préoccupations sécuritaires légitimes de la Russie.
Je pense donc qu'il a présenté un argument solide sur la manière dont la guerre en Ukraine aurait pu être évitée. Mais concernant la Chine, il a à la fois raison et tort, et je vais expliquer ce que je veux dire par là. Il a raison dans le sens où il a prédit avec justesse le comportement des États-Unis. Il a dit qu'aucune grande puissance ne permettrait à une autre grande puissance émergente de prendre sa place en tant que numéro un, et il a prédit que les États-Unis chercheraient à stopper la Chine. Et il s'est avéré qu'il avait raison sur ce point. Mais en même temps, il soutient aussi les efforts des États-Unis pour freiner l'ascension de la Chine. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec lui. Comme vous le savez, j'ai écrit tout un livre, La Chine a-t-elle gagné?, sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Ma thèse principale est qu'il est absolument futile pour les États-Unis d'essayer d'arrêter l'ascension de la Chine. Ils n'y parviendront pas. Il existe des moyens plus sages de gérer la montée en puissance de la Chine, et l'un de ces moyens consiste à travailler avec la Chine pour créer un ordre international qui soit dans l'intérêt des États-Unis, dans l'intérêt de la Chine, et espérons-le, dans l'intérêt de nous tous également. Il existe donc des moyens plus avisés de gérer l'ascension de la Chine, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec John Mearsheimer. Comme vous le savez, je ne suis pas le seul à être en désaccord avec John Mearsheimer. L'un de ses bons amis, Jeff Sachs de l'Université Columbia, qui partage aussi les vues de Mearsheimer sur l'Ukraine, n'est pas d'accord avec lui sur la Chine. Nous avons également accueilli le professeur Jeffrey Sachs, juste pour le mentionner. Avant d'aborder un peu vos points de vue sur l'ordre international actuel, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de la direction que prend l'Occident aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de discussions sur le déclin de l'Occident collectif. Cela s'explique principalement par la faible croissance qui a suivi la crise financière mondiale, de façon particulièrement marquée en Europe, mais aussi aux États-Unis. Deuxièmement, je mentionnerai le déclin de l'hégémonie de la démocratie libérale et la montée de l'extrême droite, qui érode l'hégémonie de l'Occident en tant que système politique. Enfin, je soulignerai l'essor du Sud global, en particulier de l'Asie de l'Est, mais aussi de pays comme Singapour, qui a connu un développement matériel important. Remettant en cause le mythe selon lequel seul l'Occident serait développé sur le plan des infrastructures et des conditions matérielles. Beaucoup de gens débattent donc du déclin de l'Occident. Je suis très curieux de connaître votre avis sur ces débats. Oui, comme vous le savez, j'ai beaucoup écrit sur ce sujet, y compris un livre intitulé « L'Occident a-t-il perdu la main ?» J'ai également donné une conférence TED sur les erreurs commises par l'Occident. Je tiens à souligner que lorsque je parle de la fin de l'ère de la domination occidentale sur l'histoire du monde, ce que nous observons actuellement, il ne s'agit pas de la fin de l'Occident. L'Occident restera une civilisation forte et puissante, très puissante. Il dispose d'énormes ressources, et l'Occident réuni détient encore presque la majorité de l'économie mondiale. On ne peut donc pas les écarter. Mais en même temps, si l'on observe les tendances, l'Occident devient-il globalement plus puissant ou moins puissant? De manière générale, il ne fait aucun doute que l'Occident perd de son influence. Sa part du PIB mondial diminue. Et pour vous donner une statistique qui étonnerait vos auditeurs, je viens d'Asie du Sud-Est et notre organisation régionale est l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le PIB combiné de la région de l'ASEAN est d'environ 3,4 000 milliards de dollars, alors que celui de l'Union européenne est 5 fois plus important. Il s'élève à 17,5 à 18 000 milliards de dollars. Et pourtant, malgré le fait que l'Union européenne soit bien plus grande que l'ASEAN, l'ASEAN a contribué davantage à la croissance économique mondiale durant la décennie 2010-2020
que l'Union européenne. C'est incroyable. Notre économie représente un cinquième de la taille de l'UMIUM. Et pourtant, nous avons ajouté davantage à la croissance économique mondiale. C'est un signe que l'Europe, d'une certaine manière, est en déclin. Maintenant, l'économie américaine, elle, n'est pas en déclin. L'économie américaine reste encore très forte et puissante. Mais comme nous le savons tous, la société américaine est aujourd'hui un endroit profondément troublé. Encore une fois, dans mon livre « La Chine a-t-elle gagné ?», au chapitre 7, je décris comment les États-Unis sont devenus, en pratique, une plutocratie. Et vous savez, lorsqu'on vit dans une plutocratie où tous les bénéfices du développement vont aux 1% ou aux 0,1% les plus riches, et que les 50% les plus pauvres n'ont constaté aucune amélioration de leur niveau de vie depuis plusieurs décennies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Et cela explique d'ailleurs, et je suis sûr que nous en discuterons plus tard, pourquoi le peuple américain a voté pour un président populiste comme Donald Trump, car il voulait un président qui s'attaque aux élites américaines, qu'il estime les avoir trahies. Donc, clairement, comme vous pouvez le voir, les deux piliers de l'Occident sont l'Union européenne et les États-Unis, et tous deux rencontrent de nombreuses difficultés sérieuses quant à la voie à suivre. Je ne vois donc pas le retour d'une domination occidentale sur l'histoire du monde, sous quelque forme que ce soit. Maintenant, bien sûr, l'autre grand problème, et j'espère que nous en discuterons, c'est qu'il existe des moyens de gérer la fin de la domination occidentale. L'Occident pourrait le faire de manière plus avisée en apprenant à partager le pouvoir avec d'autres régions du monde. Mais c'est quelque chose que l'Occident est incapable de faire. Et ce n'est pas une affirmation exagérée, car par exemple, après la crise financière mondiale de 2008-2009, lors de la réunion du G20, les pays occidentaux ont convenu que les futurs dirigeants du FMI et de la Banque mondiale seraient sélectionnés sur la base du mérite et non de la nationalité. Et cela remonte, soit dit en passant, à 17 ou 18 ans. Et devinez quoi? Rien n'a changé. Ils insistent toujours pour que le président de la Banque mondiale soit un Américain et que le chef du FMI soit un Européen. C'est un exemple de la réticence de l'Occident à partager le pouvoir avec le reste du monde. C'est pourquoi je pense qu'il est très important que le reste du monde essaye d'éduquer l'Occident sur la manière de gérer cette transition. Et je souligne toujours que je ne suis pas un ennemi de l'Occident. Je n'essaye pas de faire tomber l'Occident. J'essaye de guider l'Occident vers une manière plus sage de gérer son déclin relatif dans le monde. Je pense qu'il est important d'entendre votre point de vue sur ces institutions internationales elles-mêmes, car le président Trump attaque, à bien des égards, nombre de ces institutions. L'OMC, avec ses guerres tarifaires, est aujourd'hui sérieusement remise en question. Des mécanismes comme le règlement des différends sont désormais pratiquement morts, et le FMI a complètement perdu toute légitimité dans le Sud global. Dans des régions comme l'Afrique, il est devenu une agence de recouvrement de dettes plutôt qu'un organisme de stabilisation ou d'apport de stabilité financière, comme il le prétend. Et puis il y a les Nations Unies, sur lesquelles je suis très curieux d'entendre votre avis. Mais je pense que ma question principale ici est que d'une certaine manière, cet ordre international a été créé par l'Occident et l'Occident en a été le bénéficiaire, tandis que le reste du Sud global s'est battu ou a peiné à être inclus dans ces institutions. Mais en ce moment, ces institutions sont attaquées et parallèlement, nous voyons émerger des institutions alternatives. Je parle des BRICS, de l'ASEAN, de l'OCS et ainsi de suite. Le déclin ou l'attaque contre ces institutions internationales traditionnelles est-il une bonne chose pour le Sud global, étant donné qu'il a toujours été sous l'hégémonie de l'Occident? Ou est-ce une mauvaise chose parce que cela crée soudainement trop de chaos?
because it creates too much chaos all of a sudden. Well, I think, the answer is somewhat strangely Eh bien, complex one. je pense que la réponse est étrangement complexe. Il ne fait aucun doute que le FMI et la Banque mondiale doivent essayer de se réinventer à bien des égards, car ils n'ont pas vraiment trouvé le moyen de donner une voix aux opinions de la majorité du monde. C'est très clair, car ils sont encore fortement dominés par l'Occident. Les Nations Unies, c'est différent. L'Assemblée générale des Nations Unies, quelles que soient les décisions qu'elle adopte, reflète les opinions de la majorité mondiale. L'adhésion aux Nations Unies et aucun pays n'en sort. Membership of the United Nations is voluntary and no country leaves. So that's a sign of their willingness C'est donc un signe de leur volonté de to rester. stay on. Of course, they want Bien sûr, ils souhaitent voir des réformes, mais ils ne sont pas fondamentalement troublés par le fonctionnement de l'ONU, même si le Conseil de sécurité de l'ONU est dominé par l'Occident. The UN is functioning. Mais la question plus large de l'ordre mondial est bien plus complexe, But what car ce qui se passe actuellement est très étrange. world order Une grande partie du cadre institutionnel de notre ordre mondial, y compris les règles qui le régissent, much of the aurait essayé de râler l'Occident à la fin de la Seconde Guerre mondiale. including the rules for On l'appelle l'ordre international fondé sur des règles de 1945. It's called the 1945 rules-based order. But what is strange now, Mais ce qui est étrange aujourd'hui, c'est que de nombreuses institutions créées à la suite de l'ordre international fondé sur des règles de 1945 ont désormais été adoptées par la majorité du monde, alors qu'elles sont rejetées par certains éléments de l'Occident, en particulier les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, qui, il faut le dire, joue aujourd'hui un rôle très important dans notre monde. Pour comprendre pourquoi l'Organisation mondiale de la santé est importante, j'utilise une simple analogie avec un bateau pour expliquer comment le monde a changé. Autrefois, lorsque 8 milliards de personnes vivaient dans 193 pays distincts, c'était comme si elles vivaient dans 193 bateaux séparés, n'est-ce pas? Chaque bateau avait un capitaine et un équipage. Each boat had a captain and crew and they were separated. So for example, if one boat got COVID, Donc par exemple, si un bateau attrapait le Covid, les autres bateaux ne l'attrapaient pas. Le Covid ne peut pas traverser les océans pour atteindre un autre bateau, n'est-ce pas? Mais le monde a rétréci et les 8 milliards de personnes ne vivent plus dans 193 bateaux séparés. Les 8 milliards de personnes vivent dans 193 cabines séparées sur le même bateau. Et c'est pourquoi, lorsqu'une cabine a eu le Covid, les 193 cabines l'ont eu. Vous êtes sur le même bateau. Or, si vous êtes sur le même bateau, il n'est pas logique de ne s'occuper que de sa propre cabine, car les maladies, les pandémies, tout peuvent se propager sans effort à travers l'air qui circule dans le navire, et ainsi de suite. Il est donc évident que nous devons nous unir pour nous protéger des menaces communes. to save ourselves from common threats. And therefore, we should be strengthening the World Health Par conséquent, nous devrions renforcer l'Organisation mondiale de la santé. Malheureusement, comme je le documente dans un autre de mes livres, La Grande Convergence, l'Occident, et je dis l'Occident parce que ce sont les États-Unis qui essayent d'affaiblir l'Organisation mondiale de la santé, mais les Européens y ont été complices. Et la preuve en est qu'il y a 30 ou 40 ans, 75% des contributions à l'Organisation mondiale de la santé étaient des contributions obligatoires. Aujourd'hui, elles ne représentent plus que 18 à 20%. Et on ne peut pas faire fonctionner une organisation si seulement 20% de votre budget provient de contributions obligatoires. Voilà comment l'Occident a affaibli l'Organisation mondiale de la santé, et ce de manière peu judicieuse. Et c'est cela que je trouve très déroutant, car par le passé, il y avait toujours de bons penseurs à long terme en Occident qui anticipaient l'avenir, cherchaient à comprendre quel type de monde allait émerger, comment nous y adapter, comment nous ajuster, et prenaient des décisions intelligentes et avisées. Aujourd'hui, on constate franchement une absence de leadership tant aux États-Unis qu'en Europe,
pour gérer les défis mondiaux. Et cela, je pense, est l'un des problèmes fondamentaux auxquels le monde est confronté aujourd'hui. L'incapacité de l'Occident à réaliser que nous vivons, en quelque sorte, dans le même bateau sur la planète Terre, et que nous devons nous rassembler pour résoudre des problèmes mondiaux communs, au lieu de nous détourner d'organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ou l'Organisation mondiale du commerce. Donc si je vous comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'il existe des organisations internationales qu'il ne faudrait pas complètement abandonner. L'OMS, la CCNUC, certaines parties de l'OMC, les Nations Unies, ces institutions devraient être défendues, voire rendues plus inclusives, etc. Et il y a probablement des organisations comme le FMI et l'OTAN surtout. L'OTAN devrait disparaître. Le FMI devrait être abandonné. Il ne fournit probablement aucune stabilité financière, et ainsi de suite. Ma prochaine question serait, comment voyez-vous le rôle de la République populaire de Chine dans ce nouvel ordre mondial émergent? Cherche-t-elle à assurer la stabilité ou la Chine souhaite-t-elle créer un ordre complètement nouveau sous sa propre direction? Eh bien, vous savez, le plus grand changement qui a eu lieu dans notre ordre mondial au cours des 3 ou 4 dernières décennies a été la réémergence de la Chine en tant que grande puissance. C'est le plus grand changement qui soit survenu dans le monde. Mais il y a quelque chose de remarquable dans la manière dont la Chine a émergé, que la plupart des gens ignorent, y compris en Occident. Traditionnellement, lorsque des grandes puissances émergent, à mesure qu'elles deviennent plus fortes, elles cherchent immédiatement à montrer leur puissance militaire, à lancer des guerres et à conquérir d'autres territoires. C'est ainsi que cela s'est toujours passé. En fait, l'homme qui a souligné cela est un professeur de Harvard que je connais bien, le professeur Graham Allison. Et dans son livre intitulé Destined for War, que je cite également dans mon propre ouvrage China One, il explique que les Américains souhaitent souvent que la Chine ressemble à l'Amérique. Et il dit à ses compatriotes américains, faites attention à ce que vous souhaitez. Il explique que lorsque nous, Américains, sommes devenus puissants vers les années 1890, lorsque les États-Unis sont apparus comme la première puissance mondiale, qu'avons-nous fait? Nous avons immédiatement déclaré la guerre à l'Espagne. Nous avons conquis les Philippines. Nous avons conquis Cuba. Nous avons saisi des territoires. Nous avons mené des guerres. Il dit que c'est ce que font toutes les grandes puissances. Et il ajoute que, heureusement, la Chine ne se comporte pas comme les États-Unis lorsqu'ils sont devenus une grande puissance. C'est donc remarquable que la Chine n'ait pas mené de guerre majeure depuis 1969, lorsqu'elle a eu un conflit avec le Vietnam à la frontière sino-vietnamienne. Cela fait 46 ans. Je veux dire, il y a eu des escarmouches, des incidents en mer, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu de guerre majeure. Et c'est remarquable pour une grande puissance d'émerger comme la Chine l'a fait, sans mener de guerre majeure. C'est quelque chose que nous devrions saluer. Par conséquent, le reste du monde devrait collaborer avec la Chine pour essayer de l'intégrer dans ce nouvel ordre mondial et ainsi parvenir à un résultat plus pacifique. Malheureusement, les populations des États-Unis comme de l'Europe ne gèrent ni intelligemment ni efficacement le retour de la Chine. Les États-Unis essayent toujours d'entraver l'ascension de la Chine, même si, comme je l'ai soutenu dans mon livre, la Chine a-t-elle gagné? Cela est impossible. Ils n'y parviendront pas. Et bien sûr, vous avez constaté que tous les efforts déployés par les États-Unis pour freiner le développement technologique de la Chine ont échoué, n'est-ce pas? Et la Chine a continué à croître et à se développer. De la même manière, les Européens n'ont pas non plus réussi à gérer le retour de la Chine.
Par conséquent, les relations entre l'Europe et la Chine ne sont pas très bonnes non plus. C'est un exemple du manque de sagesse occidentale dans la gestion du retour d'une grande puissance. In managing the return of a great power. Nous aborderons l'Asie du Sud un peu plus tard. Mais professeur Mahboubani, pourriez-vous nous donner une idée de la manière dont les nations d'Asie du Sud-Est perçoivent la montée en puissance de la Chine, étant donné qu'il y a tant de propagande en Occident sur le fait que les Philippines ne seraient même pas prêtes à coexister avec la Chine? Il existe beaucoup de mythes concernant le Vietnam et la Chine aujourd'hui. Ce serait formidable si vous pouviez nous donner une meilleure idée de la façon dont les nations d'Asie du Sud-Est ou l'ASEAN en tant que bloc interagissent avec la Chine. Well, I think, as you know, Southeast Asia, we have Eh bien, je pense que, comme vous le savez, l'Asie du Sud-Est possède une organisation régionale appelée l'ASEAN. L'ASEAN a été créée le 8 août 1967 en tant qu'organisation pro-américaine. Elle s'est développée et a réussi au fil des années. Donc avec la montée en puissance de la Chine, on aurait pu s'attendre, et d'ailleurs lorsque l'ASEAN a été créée, Moscou et Pékin ont tous deux condamné sa création, à ce qu'il y ait beaucoup de tensions entre l'ASEAN et la Chine. Mais au contraire, on a vu se développer une relation très positive entre l'ASEAN, pourtant pro-américaine, et la Chine. Pourquoi en est-il ainsi? Je pense qu'une chose que la plupart des gens ne comprennent pas ou n'apprécient pas suffisamment à propos des Chinois, c'est qu'ils sont toujours des penseurs à long terme. Ils planifient toujours en pensant à ce que sera le monde dans 2 ou 3 décennies et à la manière de s'y adapter. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. C'était en 2001, n'est-ce pas? Il y a 24 ans. À cette époque, la Chine n'était pas encore une grande puissance économique. En fait, l'économie américaine était alors 8 fois plus importante que celle de la Chine en 2001. Ce qui est surprenant, c'est qu'à cette époque, la Chine est devenue le premier pays au monde à proposer un accord de libre-échange avec les pays de l'ASEAN. C'est en réalité assez étonnant, car les meilleurs alliés de l'ASEAN étaient les États-Unis, puis l'Europe occidentale, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Mais aucun de ces pays n'a proposé d'accord de libre-échange à l'ASEAN. Le premier à le faire fut la Chine. Et cela a été une frappe préventive brillante de la Chine contre toute politique américaine de confinement. Car à la suite de cela, je peux vous donner quelques statistiques. En 2001, le commerce des États-Unis avec l'ASEAN s'élevait à 135 milliards de dollars, soit 3 fois plus que celui de la Chine avec l'ASEAN, qui n'était que de 40 milliards de dollars. Donc États-Unis, 135 milliards de dollars, Chine, 40 milliards de dollars en 2001. Mais en 2022, 20 ans plus tard, grâce à l'accord de libre-échange Chine-ASEAN, même si le commerce des États-Unis avec l'ASEAN a considérablement augmenté, passant de 135 à 500 milliards de dollars, celui de la Chine avec l'ASEAN est passé de 40 à 975 milliards de dollars, presque 1 billion de dollars. On voit donc que les Chinois ont pensé à long terme et se sont demandé où voulons-nous être avec nos voisins de l'ASEAN dans 20 ans. Et en effet, ils voulaient voir une relation commerciale forte et prospère. Et cette relation commerciale a fait que les pays de l'ASEAN n'ont pas rejoint une politique de confinement contre la Chine. En fait, bien qu'ils entretiennent toujours d'excellentes relations avec les États-Unis, ils ont aussi de très bonnes relations avec la Chine. Et c'est généralement la politique de tous les pays de l'ASEAN. Bien sûr, il y a des hauts et des bas et quelques problèmes spécifiques. Dans le cas des Philippines, par exemple, les Philippines ont certains différends avec la Chine concernant des hauts fonds et des récifs en mer de Chine méridionale. Mais je pense qu'en général, les Philippines essayent toujours de suivre la politique de l'ASEAN,
consistant à maintenir un certain degré de relation étroite avec la Chine. Nous pourrons peut-être revenir sur certains de ces aspects, mais si je pouvais introduire ici un peu l'Asie du Sud. Vous avez récemment écrit et parlé de la relation entre l'Inde et le Pakistan. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est votre exemple concernant la Malaisie et Singapour. Ils se sont séparés en 1965, mais en 1963, Singapour était devenu une partie de la Malaisie. Et comme vous l'avez écrit, il y avait des tensions ethniques, même entre Singapour et la Malaisie. Je veux dire, c'était probablement la principale raison de la séparation. Mais Singapour et la Malaisie ont réussi à gérer leur conflit de manière beaucoup plus amicale, alors que l'Inde et le Pakistan ont complètement échoué à le faire. Je me demande si vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces deux cas et ce que vous en pensez. Pourquoi l'Inde et le Pakistan ont-ils échoué de façon aussi unique à cet égard? Je pense que cela serait très intéressant en ce qui concerne la capacité des nations postcoloniales à gérer leurs différences. Eh bien, je pense que le mot-clé auquel tous vos auditeurs devraient prêter attention est le mot pragmatisme. Accepter les réalités, ne pas essayer de les changer et travailler dans le cadre des réalités existantes. Par exemple, la Malaisie et Singapour ont été unis en un seul pays pendant 2 ans, de 1963 à 1965, mais bien sûr, leur relation est devenue quelque peu névrotique par la suite. C'est comme un couple, ils se sont mariés, ont vécu dans la même maison pendant 2 ans, puis ont divorcé, mais ont continué à vivre dans la même maison. Ils ne sont pas partis. Donc, d'une certaine manière, la Malaisie et Singapour sont voisines. Elles ne peuvent pas s'éloigner l'une de l'autre. Mais nous avons appris à nous accepter mutuellement, à comprendre nos différences, à nous respecter et à aller de l'avant, tu sais, et à développer une relation pragmatique, à travailler ensemble. Mais je pense que la relation que l'Inde et le Pakistan devraient étudier le plus attentivement est celle entre 2 pays à peu près de la même taille que l'Inde et le Pakistan. L'Inde est à peu près de la même taille que la Chine en termes de population, 1,4 milliard. Le Pakistan est bien sûr en termes de population plus grand que le Vietnam, mais le Vietnam compte aussi environ 100 millions d'habitants. Or, le Vietnam et la Chine ont également connu de nombreux siècles, voire des millénaires, de méfiance mutuelle. En fait, les Vietnamiens ont été occupés par la Chine pendant 1000 ans. Et après la Grande Guerre entre le Vietnam et la Chine en 1969, on pourrait supposer que les relations entre la Chine et le Vietnam resteraient hostiles et qu'elles devraient l'être aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, c'est que si vous allez à la frontière sino-vietnamienne, vous ne voyez plus de soldats, vous ne voyez plus de mines, vous ne voyez plus de barbelés, tout a disparu. À la place, vous voyez un commerce florissant entre la Chine et le Vietnam. Et en gros, les 2 parties ont décidé, quel que soit notre passé, nous ne pouvons pas le changer. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer l'avenir, et nous pouvons apprendre à travailler ensemble. C'est pourquoi au Vietnam, il y a un dicton. Pour devenir le dirigeant du Vietnam, il faut être capable de tenir tête à la Chine, et il faut être capable de s'entendre avec la Chine. Si vous ne pouvez pas faire les deux, vous ne pouvez pas devenir le dirigeant du Vietnam. Donc je pense que pour l'Inde et le Pakistan, la question intéressante est la suivante. Comment la Chine et le Vietnam sont-ils passés d'une hostilité totale? Je veux dire franchement, la guerre qui a eu lieu entre la Chine et le Vietnam en 1969 a été massive. Je crois qu'il y a eu près d'1 million de soldats impliqués. Et passer de cela à la situation actuelle, où le premier partenaire commercial du Vietnam de loin est la Chine. C'est incroyable.
et c'est le résultat d'une approche pragmatique. Les deux parties veulent développer leur économie, les deux parties veulent offrir un meilleur niveau de vie à leur population. Et c'est ainsi qu'elles ont fini par trouver des moyens de s'entendre. Il faut donc toujours être capable de surmonter l'histoire. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ici en Asie du Sud-Est. Quelles sont, selon vous, les principales raisons de notre incapacité à aller de l'avant? Je pense évidemment à l'idéologie politique, le nationalisme hindou radical en Inde et depuis très longtemps au Pakistan, au moins depuis l'époque de Zia-ul-Haq, une identité islamique intransigeante. Il y a la question du territoire disputé du Cachemire et un moindre accent mis sur le développement dans la politique mobilisatrice. Ainsi, la politique a souvent été mobilisée selon des lignes culturelles en Asie du Sud. Mais je me demande ce que vous pensez de notre incapacité à avancer. Eh bien, je veux dire, comme vous le savez, l'histoire est complexe. Et vous savez, si vous regardez mes mémoires que j'appelle d'ailleurs « Vivre le siècle asiatique », j'y décris comment ma famille a failli devenir victime de la séparation entre l'Inde et le Pakistan parce que mes parents étaient hindous et vivaient à Hyderabad, dans le Sindh, qui se trouve aujourd'hui au Pakistan. Lors de la partition, mes parents ont dû quitter le Pakistan. En fait, ma mère a eu très chaud, car elle quittait le Pakistan en 1947, au plus fort des émeutes et des massacres entre hindous et musulmans en Inde et au Pakistan. Elle se trouvait dans le dernier compartiment d'un train avec 40 ou 50 autres femmes hindoues et leurs enfants, avec un seul garde sikh armé d'un fusil à un coup. En pleine nuit, au milieu du désert, le dernier compartiment du train s'est détaché du reste du convoi. Ma mère a eu beaucoup de chance qu'aucune foule ne les ait trouvés pour violer et tuer les femmes. Cela aurait pu arriver. Mais au lieu de cela, le lendemain, le train est arrivé et a emmené le compartiment de ma mère en Inde. Et c'est ainsi que ma mère a survécu au départ du Pakistan. Et c'est ainsi que je suis né à Singapour. Je ne serais peut-être pas né si ma mère avait été tuée lors des violences entre l'Inde et le Pakistan, et ainsi de suite. Donc je comprends personnellement à quel point la question est grave. Mais en même temps, je sais aussi que le pragmatisme peut permettre de trouver des solutions pour l'Inde et le Pakistan. Comme nous le savons tous, le Premier ministre Vajpayee et le général Musharraf étaient en réalité tout près de parvenir à un accord sur la manière de résoudre les différends entre l'Inde et le Pakistan. Malheureusement, peu de temps après, le Premier ministre Vajpayee a perdu son élection et le général Musharraf a été évincé, et une occasion de réconciliation a été manquée. Mais si les deux parties font un effort sincère pour essayer de se réconcilier, il est toujours possible de trouver une solution où chacune comprend ce qui est important pour l'autre et tente d'atteindre une forme de compromis. Parce qu'au bout du compte, une guerre qui se prolonge n'aide jamais deux pays. Jamais. Cela ne fait que les affaiblir et d'une manière ou d'une autre freine la croissance économique et le développement. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que cela ne signifie pas que vous abandonnez vos revendications, par exemple. Je veux dire, je vais vous donner un exemple concret. Même aujourd'hui, la Malaisie et les Philippines sont toutes deux membres de l'ASEAN. Elles commercent entre elles. Elles entretiennent des relations l'une avec l'autre. Mais techniquement, les Philippines revendiquent toujours l'État de Sabah, qui appartient à la Malaisie. La revendication n'a pas disparu, mais elle continue de coopérer et d'entretenir des relations. Je pense donc qu'il existe des moyens pragmatiques de résoudre ces problèmes. Mais compte tenu de l'environnement extrêmement chargé émotionnellement aujourd'hui, tant en Inde qu'au Pakistan, à la suite des récents affrontements,
Je suis assez réaliste pour savoir que rien ne pourra être fait dans un avenir proche. Mais ceux qui préparent l'avenir peuvent attendre un peu et se dire que, lorsque le bon moment viendra, il faudra voir quelle est la bonne formule de compromis à adopter pour les deux pays. Ma prochaine question porte sur quelque chose que vous avez dit récemment à propos des inégalités en Inde. Je ne connais pas tout le contexte, car je n'ai pas entendu votre discours original ni lu vos écrits, mais cela a été rapporté dans la presse grand public en Inde. Business Today, que je lis, a rapporté que vous avez dit que l'inégalité en Inde n'est pas nécessairement mauvaise si elle est portée par le développement. Et vous avez donné l'exemple de ce qui arrive aux 10% les plus riches. J'ai quelques questions à ce sujet, mais si vous pouviez d'abord exposer votre thèse initiale, je pense que ce serait un meilleur point de départ. Oui, merci. Eh bien, je peux vous dire d'où viennent mes opinions sur l'inégalité. Lorsque j'ai rédigé mon mémoire de master à l'université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, j'ai écrit mon mémoire sur une comparaison des concepts de liberté et d'égalité dans les écrits de Karl Marx et de John Rawls, qui était probablement le plus grand philosophe politique américain de ces dernières années. Si vous lisez son livre « Théorie de la justice », qui est un excellent ouvrage, il dit que l'inégalité en soi n'est pas le problème dans une société. Ce qui est vraiment important, c'est qu'à mesure que la société grandit et se développe, si les 10% les plus riches en bénéficient, cela conduit-il aussi à une amélioration pour les 10% les plus pauvres, ou bien cela signifie-t-il que les 10% les plus pauvres sont encore plus défavorisés? Donc si dans le processus d'amélioration des 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres voient également une amélioration et que leur vie s'améliore, alors il dit que tout le monde progresse. Mais comme vous le savez, la réalité, la triste réalité aux États-Unis en particulier, et il y a un lauréat du prix Nobel, Angus Deaton, qui a documenté cela dans son livre « Deaths of Despair », c'est que même si les riches en Amérique deviennent de plus en plus riches, le bas de l'échelle, en fait pas seulement les 10% les plus pauvres, mais les 50% les plus pauvres, n'ont pas vu d'amélioration de leur niveau de vie. Et c'est ce que John Rawls critiquerait. Donc la question en Inde est la suivante. Nous pouvons certainement constater que les 10% les plus riches améliorent leurs conditions de vie en Inde. Cela ne fait aucun doute. La question est de savoir si les 10% les plus pauvres en bénéficient également. Et ici, il faut regarder, les meilleures données à examiner sont en premier lieu la mortalité infantile. La mortalité infantile diminue-t-elle? Parce qu'au bout du compte, la première chose qui touche les 10% les plus pauvres, c'est que leur vie est précaire. On observe une mortalité infantile plus élevée. Ensuite, il faut regarder l'espérance de vie. L'espérance de vie augmente-t-elle ou diminue-t-elle? Si elle augmente, cela signifie que les conditions de vie s'améliorent, surtout pour les 10% les plus pauvres, car ce sont souvent eux qui ont une espérance de vie plus courte que les 10% les plus riches. Ensuite, il faut examiner les données sur l'alphabétisation. Combien d'enfants vont à l'école? Et si un pourcentage plus élevé d'enfants va à l'école, alors les 10% les plus pauvres en bénéficient aussi. Il existe donc des données permettant de mesurer si les 10% les plus pauvres voient leur situation s'améliorer ou non. Oui, je pense, un ajout important que j'aimerais personnellement apporter à la thèse que vous venez de présenter concerne aussi la rapidité de cette croissance pour les 10% les plus pauvres, car on peut observer un gradient de croissance très marginal, très faible pour ces 10%. Et on peut alors soutenir que tant que l'on progresse vers une amélioration, cela va, parce que les 10% les plus riches obtiennent de plus en plus
mais que les 10% les plus pauvres reçoivent eux aussi un peu plus, n'est-ce pas? Et si l'on adopte ce point de vue, on peut arriver à la conclusion que vous avez mentionnée. Mais je pense qu'il y a deux problèmes particuliers dans le cas indien. Il ne s'agit pas seulement des 10% les plus pauvres. Je pense que ce sont les 50% les plus pauvres qui sont extrêmement stagnants. Et je crois qu'il est important de soulever cette question ici, étant donné l'optimisme qui s'est exprimé au cours des 30 dernières années à propos de l'Inde depuis les réformes de 1991. About India since 1991 reforms. Yes, there are some indicators. Oui, il existe certains indicateurs où l'on observe une meilleure diffusion, comme le fait que les gens consomment clairement plus de téléphones portables, qu'il y a un meilleur accès à l'électricité et que davantage de routes ont été construites. Mais il y a d'autres indicateurs où la situation est extrêmement mauvaise. Et je pense que, plus encore que la mortalité infantile, car celle-ci peut parfois s'améliorer grâce aux avancées technologiques. L'indice de la faim est crucial. Et il est absolument clair que concernant l'indice de la faim, dans le cas de l'Inde et d'autres formes de nutrition, la situation de l'Inde est extrêmement mauvaise. En fait, Utsa Patnaik a écrit un article où elle a constaté que la consommation alimentaire par habitant a fortement diminué de 1991 à 2008. Après quoi, le gouvernement a mis en place certaines mesures redistributives, comme des céréales subventionnées, etc. En 2022, je pense qu'après le Covid, la consommation alimentaire est revenue au niveau de 1991. Et puis, on peut parler des niveaux de nutrition. Nous observons également des schémas de migration où les villes indiennes sont tellement surpeuplées parce que ces schémas sont en grande partie dictés par des facteurs de poussée plutôt que d'attraction, ce qui témoigne de la stagnation de notre agriculture. J'ai donc voulu soulever ce point parce que votre remarque a été rapportée dans les médias indiens comme si nous n'avions pas à nous soucier de la qualité de la croissance. Mais je dirais que dans une société comme l'Inde, qui est extrêmement pauvre, ou en Afrique d'ailleurs, nous devrions nous soucier davantage des inégalités, et non moins que si nous étions beaucoup plus développés. Parce que dans un pays relativement peu développé, si l'on ne se soucie pas des inégalités, alors les 10% ou 50% les plus pauvres sont encore plus défavorisés. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que je viens de dire. I wonder what your thoughts are on what I just said. Well, I mean, the best way to Eh bien, answer your question. je dirais que la meilleure façon de répondre à votre question est, et d'ailleurs je tiens à souligner que je ne connais clairement pas la situation indienne aussi bien que vous, So I would, donc je vous laisserai le soin de citer les statistiques, vous les connaissez mieux que moi. but I would say Mais je dirais que si l'on regarde un pays qui a été plus efficace dans l'éradication de la pauvreté ces derniers temps, il n'y a aucun doute, c'est la Chine. En 1980, lorsque Deng Xiaoping a lancé son programme des 4 modernisations, il y avait plus de 800 millions de personnes vivant dans la pauvreté en Chine. C'est beaucoup de monde d'ailleurs, plus qu'en Inde, je suppose. That's a lot of people, by the way, more than in India, I suspect. And yet, now there's zero. Et pourtant, il n'y a désormais plus de pauvreté en Chine. La question suivante est donc de savoir si cela s'est accompagné d'une augmentation ou d'une diminution des inégalités. Et la réponse est qu'il y a eu une augmentation des inégalités en Chine, ce qui est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le président Xi Jinping a lancé son programme de prospérité commune, parce qu'il estime qu'il ne devrait pas y avoir autant d'inégalités et qu'il faut essayer de partager une partie de cette richesse. Je pense que l'une des plus grandes préoccupations du président Xi Jinping est que la Chine ne devienne pas une plutocratie comme les États-Unis. Et comme vous le savez, c'est pour ça qu'il y a eu des efforts pour limiter le pouvoir et l'influence des milliardaires en Chine. Of the billionaires in China. But at the same time, Mais en même temps, ça n'a pas empêché le développement de la Chine, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose de compliqué, mais il faut tout de même reconnaître que certainement dans les premières phases du développement, lorsque l'on essaye de faire émerger des pays,
les inégalités augmentent au début. Et puis après un certain temps, on espère pouvoir y remédier et essayer de trouver des solutions. Mais si, dans le processus d'augmentation des inégalités, les personnes les plus défavorisées voient leur situation s'améliorer et que, comme je le dis, les indicateurs de mortalité infantile, d'espérance de vie et d'alphabétisation progressent tous, alors on peut espérer que tout cela conduira à une vie meilleure pour la population. Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi concernant la Chine. Je veux dire, je pense vraiment que la comparaison entre la Chine et l'Inde doit être plus nuancée, parce qu'elles sont qualitativement différentes. En partie, c'est parce que la Chine a commencé avec un coefficient de Gini extrêmement bas à cause de la révolution maoïste. Ensuite, leur inégalité est légèrement différente dans sa structure, car elle est principalement d'origine régionale. L'arrière-pays est beaucoup plus pauvre et la côte beaucoup plus riche. Il y a une différence de 2 à 3 fois du revenu par habitant. Voilà pour un aspect. Mais d'un autre côté, ceux qui sont tout en bas vivent une réalité complètement différente. Tu vas dans les villes chinoises et tu vas dans les villes indiennes. L'un est rempli de bidonvilles, rempli de mendiants. Cela en dit long sur la campagne, en réalité. Et la Chine a réussi à réduire considérablement sa population rurale, alors qu'en Inde, plus de 50% de la population vit encore dans les zones rurales. Donc je ne pense pas que l'idée selon laquelle au début du développement, l'inégalité augmentera nécessairement, soit toujours la meilleure hypothèse. Je veux dire, cela a fonctionné pour la Chine après les années 1990, mais cela n'a pas fonctionné pour l'Afrique et l'Asie du Sud. Et j'ai le sentiment que dans des régions comme l'Asie du Sud et l'Afrique où nous sommes, le stock de capital par habitant a toujours été plus faible et le stock de main-d'œuvre toujours plus important. The capital stock has always been smaller and the labor stock has always been larger, and that's why income for capital has always been higher. Et c'est pourquoi les revenus du capital ont toujours été plus élevés, car il occupe une place beaucoup plus dominante en raison de sa rareté. Je pense que nous devons faire preuve de plus de scepticisme à l'égard de cette croissance menée par le libre marché. Mais cela m'amène à vous interroger un peu sur le modèle singapourien, qui présente également de nombreuses similitudes avec le modèle chinois, où de fortes institutions étatiques non marchandes ont été combinées avec des institutions de marché et une économie domestique, dans laquelle ces deux segments ont été si bien intégrés à l'économie mondiale, ou sous le capitalisme global. Donc, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur le succès du modèle singapourien, je pense que cela intéresserait beaucoup les économies émergentes. Oui, eh bien, je veux dire, il m'arrive parfois de faire cette affirmation scandaleuse, et c'est vraiment une affirmation scandaleuse, qu'aucune société, depuis le début de l'histoire humaine, n'a amélioré le niveau de vie de sa population aussi rapidement et aussi complètement que Singapour. C'est incroyable. Je peux vous dire que lorsque j'étais enfant, d'ailleurs dans mes mémoires, Vivre le siècle asiatique, je décris comment, enfant, j'ai grandi dans une famille très pauvre, dans un Singapour très pauvre. Un exemple simple, je n'ai eu de toilette à chasse d'eau qu'à l'âge de 13 ans. Et quand je suis allé à l'école à 6 ans, j'ai été inscrit à un programme alimentaire spécial parce que j'étais techniquement sous-alimenté. Et nous avions des huissiers qui venaient chez moi. Parce que mon père jouait et buvait. Donc j'ai moi-même connu, je dirais, la pauvreté traditionnelle du tiers-monde durant mon enfance. Je sais donc à quel point la pauvreté est débilitante, à quel point elle vous abîme. J'y suis très sensible. Mais j'ai aussi vécu cette transformation incroyable de Singapour, où lorsque nous sommes devenus indépendants en 1965, notre revenu par habitant était le même que celui du Ghana en Afrique, environ $500.
Et aujourd'hui, notre revenu par habitant est de $408,000, supérieur à celui des États-Unis ou du Royaume-Uni. Aucun autre pays n'a accompli cela de la manière dont Singapour l'a fait. Mais je tiens à souligner que les personnes responsables du succès de Singapour étaient trois génies exceptionnels. Ils étaient Lee Kuan Yew, le Dr Goh Keng Swee et S. Rajaratnam. Je les ai tous les trois connus et je les ai décrits dans mes mémoires du mieux que j'ai pu. Si vous leur aviez demandé quelle était leur idéologie, ils se seraient qualifiés de socialistes démocrates. Ils croyaient que le but du développement était d'améliorer la vie des gens. Mais en même temps, pour y parvenir, il fallait collaborer avec les capitalistes. L'une des raisons pour lesquelles Singapour s'est développé si rapidement, c'est parce que nous avons attiré autant d'investissements directs étrangers que possible de tous les pays du monde. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, la France, et ainsi de suite. L'Inde aussi d'ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au final, en conséquence du développement rapide de Singapour, je peux vous dire, d'ailleurs c'est un fait indéniable, que même si les inégalités à Singapour ont certes augmenté, la qualité de vie des habitants s'est considérablement améliorée. Et lorsque j'étais ambassadeur à l'ONU de 1984 à 1989, le directeur de l'UNICEF était un citoyen américain nommé Jim Grant. Et Jim Grant m'a dit, « Kishore, ne parle pas du développement économique de Singapour. Le développement économique de Singapour n'est pas un miracle. » Il a ajouté, « Ce qui est vraiment miraculeux, c'est la rapidité avec laquelle vous avez réduit la mortalité infantile. » Je ne me souviens plus des chiffres exacts. Il a dit, « Vous êtes passé de X à Y en un temps record, plus rapidement que n'importe quel autre pays dans l'histoire de l'humanité. » Et c'est pourquoi je mets en avant le taux de mortalité infantile comme indicateur de développement. Singapour a donc obtenu des résultats remarquables. D'ailleurs, lorsque j'étais doyen de la Lee Kuan Yew School of Public Policy, j'ai révélé le secret du succès de Singapour. Et la formule secrète, c'est ce que j'appelle MPH. MPH ne signifie pas miles per hour. MPH signifie méritocratie. Sélectionner les meilleures personnes pour travailler au gouvernement ou dans toute organisation. P signifie pragmatisme. Apprendre des autres pays autant que possible. Nous nous sommes demandé pourquoi les Japonais avaient été le premier pays asiatique à se réformer. C'est parce que les Japonais ont copié les meilleures pratiques du monde entier. Nous avons donc fait exactement la même chose que les Japonais. Et enfin, H est le plus difficile. H signifie honnêteté. Et nous avons eu la chance que les pères fondateurs exceptionnels de Singapour, Lee Kuan Yew, Goh Keng Swee et S. Rajaratnam, aient été absolument honnêtes et n'aient pas pris un centime à l'État, ce qui est d'ailleurs assez rare dans de nombreux pays en développement. En fait, le Dr Goh Keng Swee était tellement économe que lorsqu'il voyageait à l'étranger en tant que ministre des Finances de Singapour, il ne confiait pas ses sous-vêtements à la blanchisserie des hôtels à Londres ou à New York. Il les lavait lui-même dans le lavabo de l'hôtel pour s'assurer de ne pas gaspiller d'argent. Et grâce à l'honnêteté et à la frugalité des dirigeants de Singapour, qui étaient des socialistes démocrates, Singapour est devenue aussi prospère qu'elle l'est aujourd'hui. Je pense qu'il y a un déclin général de cet élément d'honnêteté à l'échelle mondiale. Je ne sais pas pourquoi, mais on entend aussi parler de politiciens qui portaient certains de ces idéaux, cet idéalisme, en Inde. Si vous pouviez rapidement, en 2 ou 3 minutes, car nous manquons de temps, conclure cette conversation en nous donnant une compréhension conceptuelle de ce qu'est l'Asie moderne, car tout le monde considère cette entité comme acquise. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes mieux placées que vous pour la définir. Personnellement, je pense que ce n'est pas une entité donnée. Et en ce qui concerne l'Asie moderne, même si elle possède une histoire civilisationnelle très ancienne,
elle est aussi très récente, car les États-nations sont nés du moment de la décolonisation. Et beaucoup de ces nations cherchent encore à définir leurs relations les unes avec les autres. Donc, lorsque vous parlez de l'Asie, comment concevez-vous cette entité immense et colossale? Je pense que ce serait une bonne conclusion. I think that would be a good ending. Well, I mean, as you know, Eh bien, comme vous le savez, j'ai toujours affirmé que le 19e siècle était le siècle européen, le 20e siècle le siècle américain, et que le 21e siècle sera le siècle asiatique. Et heureusement pour moi, beaucoup de gens semblent partager mon avis. Je dis cela parce que lorsque j'ai publié mon 9e livre, un livre en libre accès, un livre gratuit, intitulé « Le 21e siècle asiatique », l'éditeur allemand visait 20 000 téléchargements gratuits dans le monde entier. Au lieu de 20 000 téléchargements, il y en a eu 4 millions dans plus de 160 pays. Je ne mentionne cela que parce que cela montre psychologiquement que le monde se prépare au siècle asiatique. Et il ne fait aucun doute que les économies les plus performantes du XXIe siècle seront les économies asiatiques. Vous avez vu les taux de croissance. L'Europe, par exemple, a cessé de croître, mais l'Asie continuera de croître. Mais en même temps, lorsqu'on parle de l'Asie moderne, il est important de souligner qu'à mesure que les pays asiatiques développent leurs économies, forment des sociétés de classe moyenne et deviennent relativement aisées, une fois que l'on atteint un certain niveau d'aisance, on a alors les moyens de s'intéresser à d'autres questions, comme les questions culturelles. Ainsi, ce que je prédis, c'est que dans l'Asie moderne, vous assisterez à une immense renaissance culturelle de toutes les grandes civilisations asiatiques. Et vous savez, le continent asiatique possède probablement l'histoire la plus riche de tous les continents, sans exception, même plus riche que celle de l'Europe. Et tout comme les Européens eux-mêmes ont connu une renaissance culturelle après leur développement économique, vous verrez qu'en les non-asiatiques connaîtront une renaissance culturelle tout aussi massive dans les décennies à venir. Je pense que si vous êtes un jeune asiatique, c'est la meilleure époque pour vivre en Asie. Il n'est pas fréquent que nous terminions avec autant d'optimisme, compte tenu de la situation générale qui nous entoure. La politique en particulier n'est pas si porteuse d'espoir. Mais professeur Mahboubani, ce fut une occasion vraiment formidable d'avoir cette conversation avec vous. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement.